Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, pour faire suite au Bibi Blabla de la semaine dernière, nous allons parler cette fois-ci des 10 erreurs que l'on fait et que je le vois souvent avec la compression. Donc en attendant bien entendu le visionnage qui va être très passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des nouvelles vidéos. On se retrouve après le jingle, donc pour parler des 10 erreurs que l'on a tous fait ou que l'on fait tous encore avec un compresseur. Je peux vous dire que si j'en vois un maintenant faire ça, ça va chier. Ok, donc la semaine dernière, j'ai parlé des 10 erreurs communes que l'on fait, que l'on faisait, que l'on va faire si on démarre le Home Studio avec l'outil qui est une EQ. Alors, j'avais lancé l'idée de dire voilà, que je pouvais faire la même chose avec le compresseur, qui est au final pas une mauvaise idée, et vous avez été quelques-uns, je dirais des centaines de milliers même, à me dire mais oui, s'il te plaît, fais-nous la même chose, donc les 10 erreurs fréquentes avec un compresseur. Alors, bien entendu, j'ai travaillé, puisque je suis un homme de principe, comme on dit. Alors, bon allez, erreur numéro 1, comme vous pouvez le voir sur mon écran, c'est de ne pas utiliser les stock plugins, donc les stock compresseurs que vous avez. Alors, chez Cubase, vous en avez 3. Vous avez le compresseur standard, je dirais droit, neutre. Vous avez le vintage compresseur qui se rapproche un petit peu plus d'un 1176. Et puis vous avez le tube compresseur, qui est donc un compresseur à tube et qui ne réagit pas de la même manière. En effet, c'est une erreur de ne pas utiliser ces compresseurs, en tout cas si vous travaillez sur Cubase. J'imagine que dans Studio One vous en avez, j'imagine que dans Pro Tools vous en avez je crois qu'un. La raison pour laquelle c'est une erreur de ne pas les utiliser, c'est parce que ces compresseurs, eh bien, on vous les donne, vous les avez déjà, gérés entre guillemets gratuitement, ils font partie du package. 2, ils sont codés pour fonctionner dans votre dos, c'est-à-dire que normalement, vous n'avez aucun problème de compatibilité. Donc, c'est déjà, une garantie. Et puis, surtout, ils ne prennent pas de ressources. Et pour les stock plugins de chez Cubase, eh bien, sincèrement, je les utilise beaucoup. Alors, honnêtement, beaucoup moins le vintage compresseur. Voilà. Mais par contre, le compresseur standard, je l'utilise à tout bout de champ. Et le tube compresseur, je l'utilise notamment pour la voix. Voilà, c'est un de mes compresseurs préférés pour la voix. J'adore la manière dont il réagit. Et donc vraiment, quand je mixe, j'utilise ce compresseur quasiment sur toutes mes pistes voix. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'autre point pour lequel vous ne devez pas mépriser ces pauvres stock plugins, c'est parce que, en plus, notamment sur Cubase, vous avez la channel strip ici, et en fait, vous voyez, vous pouvez les appeler sur chaque piste, et surtout, vous pouvez, hop, déplacer, les mettre où vous voulez. Et donc, petit aparté, j'utilise beaucoup la channel strip de Cubase pour, quand je mixe, utiliser donc le compresseur, l'EQ. J'aime aussi beaucoup l'envelope shaper qui est une espèce de transient designer. Voilà, vous avez un get, vous avez 3 saturations et puis vous avez aussi 3 types de limiteurs dont un break wall, un maximizer et un standard limiteur qui quelque part, les limiteurs font partie de la famille des compresseurs. Voilà, donc ça c'est un truc que j'utilise beaucoup, donc ne boudez pas vos stock plugins, ne boudez pas vos compresseurs inclus dans votre dos parce que, comme je le dis, ils sont intégrés, je dirais, dans l'environnement. Vous n'avez aucun risque d'incompatibilité. Voilà, une fois que vous avez mis à jour votre dos, et eh bien en fait les compresseurs vont fonctionner et en plus ils prennent beaucoup moins de ressources que d'autres et sincèrement ils fonctionnent très bien. Je sais que
moi le compresseur standard de Cubase, en plus vous voyez il y a quand même pas mal de fonctions, c'est un compresseur notamment dans le cadre de la Channel Strip que j'utilise énormément. Ok, erreur numéro 2, c'est de mettre un compresseur sur une piste sans intention. J'en ai déjà parlé dans le bibi blabla sur les EQ. Je vous dis, c'est pas la peine d'en mettre partout. Donc autant avec une EQ, bon, c'est une erreur. Autant un compresseur partout, c'est, je dirais, peut-être un blasphème. C'est vraiment quelque chose de sale, c'est quelque chose de mal. Donc, blague à part, un compresseur est là pour contrôler la dynamique de votre piste ou d'un ensemble de pistes. Donc, vous devez savoir vraiment avoir l'intention de l'utilisation, c'est-à-dire que vous mettez un compresseur parce que vous avez quelque chose de vraiment défini à faire. Ne faites pas n'importe quoi, ne posez pas un compresseur comme ça sans savoir, parce que vous dites qu'il faut mettre un compresseur. Je le sais, puisque je l'ai fait aussi pendant des années, c'est-à-dire que j'ai utilisé des compresseurs sans savoir vraiment pourquoi ils sonnaient, quelle était vraiment mon intention. Je me disais, bah voilà, il faut mettre un compresseur, parce qu'il faut mettre un compresseur, ça va faire bien. Et en fait, non, vous n'avez pas besoin de mettre un compresseur sur toutes les pistes, vous n'avez pas besoin de compresser toutes les pistes. Et donc, vous devez vraiment apprendre à juger si la piste ou pas a besoin d'être compressée. Donc ça, c'est quelque chose de dangereux. Si vous mettez un compresseur sur l'ensemble de vos pistes, eh bien, en fait, vous allez réduire la dynamique de toutes les pistes et on n'a pas besoin de réduire la dynamique de toutes les pistes. Donc, je le redis, erreur numéro 2, utilisez vraiment un compresseur sans intention. Donc ça ne se fait pas. Erreur numéro 3, c'est de mettre des compresseurs type analogique sur toutes les pistes. Alors, pourquoi? Parce que simplement, sur l'ensemble des compresseurs que vous pouvez avoir de type analogique, voilà les modélisations de compresseurs analogiques, bien souvent les compresseurs sont modélisés avec du souffle, avec du bruit, vraiment du noise, ce qu'on appelle. Et donc, si vous mettez ce type de compresseur sur toutes les pistes, eh bien, en fait, vous allez avoir beaucoup de bruits de fond qui vont être ajoutés à l'ensemble, donc à votre mix, et donc ça, c'est une erreur. Par exemple, un compresseur que j'aime beaucoup, qui est le CLA3A, donc un LA3A, vous avez la possibilité, voilà, d'avoir analogue, donc vraiment rajouter un côté analogique à 50 Hz, 60 Hz, ou carrément de le mettre en off si vous ne voulez pas le bruit de fond, le côté sur-analogique. Donc ça, j'en ai déjà parlé sur les plugins web. Les plugins web ont tendance à être modélisés beaucoup avec le noise. Et donc, c'est problématique. Le CLA3A, je l'aime bien parce que, en fait, vous pouvez le cutter. Donc ça, c'est un truc important. L'autre point, par exemple, vous voyez, moi, j'utilise, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'utilise énormément la Brainworx SSL 4000E, notamment le compresseur SSL, qui est un compresseur de type VCA. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette tranche, ce plugin, c'est que vous pouvez contrôler en gros le noise apporté, notamment par le THD ici, et aussi par le V-gain. Donc vraiment, vous pouvez adoucir le côté souffle, le côté rugueux, le côté rajout de distorsion harmonique. Voilà, vous pouvez le contrôler avec ça. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez faire attention dans les compresseurs modélisés type analogique. Eh bien, en fait, ils ramènent du souffle, ils ramènent du bruit, et donc vous devez pour cela faire attention à chaque compresseur et ensuite forcément ne pas en mettre partout. C'est aussi la raison pour laquelle j'adore le compresseur Cubase, le compresseur standard, c'est parce qu'il est complètement neutre et donc il amène aucune couleur, aucune chaleur, il ne fait que ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de compresser. Donc j'imagine que dans n'importe quel dos, vous avez le compresseur de base comme celui-ci qui est vraiment très bien et que je vous recommande d'utiliser, peut-être que vous ne l'utilisez pas assez. Erreur numéro 4, c'est d'avoir beaucoup trop de compresseurs en termes de plugins. Alors je vais vous montrer, regardez moi, voilà,
Donc ça, c'est classé par dynamique, donc les compresseurs. Et vous voyez un petit peu tout ce que j'ai comme compresseur, donc c'est quand même pas mal. Mais en même temps, je n'en utilise pas tant que ça. Donc comme je vous l'ai dit, celui que j'utilise le plus, c'est le VCA de la Channel Strip, donc SSL 4000. Et puis, j'aime beaucoup le LA3A, notamment sur les guitares. J'aime beaucoup... hop, je vais revenir là. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai fait un bibi blabla sur la 32 Channel C, donc notamment sur leurs compresseurs qui sont assez transparents. En tout cas, j'ai trouvé qu'ils étaient très transparents. Et puis ensuite, j'ai quelques compresseurs que je vais utiliser dans le cadre de, notamment sur des bus. Voilà, j'utilise pas les mêmes sur les pistes individuelles et sur les bus. Et en gros, eh bien, c'est tout. Après, il y en a que j'ai, mais que je n'utilise pas. Donc au final, sincèrement, je tourne avec le compresseur SSL, je tourne avec le LA3A sur les guitares, et puis après, j'ai peut-être 2 compresseurs spécifiques, notamment sur des bus, et ensuite, eh bien, ce sont les stock plugins. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que plus vous avez de compresseurs, en fait, plus vous avez de plugins, plus vous devez apprendre à les entendre, et plus vous devez savoir vraiment ce qu'ils font, puisque sinon, vous allez vous retrouver à faire, à chaque fois que vous allez avoir besoin de compresser une piste, et bien ce que j'ai fait moi au début quand j'ai démarré, c'est-à-dire que vous essayez tous les plugins, et 2 heures après, vous n'avez toujours pas utilisé le plugin, le compresseur qu'il vous faut sur, je dirais, sur votre piste. Donc ça, c'est un point sur lequel vous devez faire très attention. Ça ne sert à rien d'avoir moult compresseurs, ça ne sert à rien d'avoir moult plugins. Donc je le redis parce que, si vous ne savez pas vous en servir, eh bien vous n'allez pas en faire grand chose. Et deuxièmement, surtout si vous ne les entendez pas, si vous ne connaissez pas la couleur qu'ils vont amener, eh bien sincèrement, dans ces cas-là, retournez simplement au bon vieux stock plugin neutre et ça fera très bien l'affaire. Alors depuis le début de ce bibi blabla, je vous parle de plein de compresseurs. Donc pour cela, j'ai fait une formation qui s'appelle Apprendre, comprendre, entendre. Donc la semaine dernière, je vous parlais de celle sur les EQ. Eh bien, vous avez forcément la même sur les compresseurs. L'avantage et l'intérêt de cette formation, comme je dis, c'est d'apprendre, de comprendre l'outil et ensuite d'être capable de l'entendre. Comme je viens de vous le dire, si vous avez 20, 30, 40, 50 compresseurs en plugin, mais que vous êtes incapable d'entendre la différence entre chaque, eh bien en fait vous allez perdre du temps à essayer tous les plugins que vous avez, tous les compresseurs, pour au final ne jamais compresser ou pas compresser comme vous le voulez. Je le redis, moi il y a vraiment très peu de compresseurs que j'utilise. Déjà je ne suis pas un amoureux de la compression, mais vraiment quand j'utilise un compresseur c'est parce que vraiment je le connais et que je vais chercher une couleur. Donc dans la formation Apprendre, comprendre, entendre la compression, vous avez donc, déjà une belle boîte, c'est magnifique, vous pouvez voir sur la page, je vous mets le lien ici, vous avez donc déjà un trailer, vous avez des extraits de la formation, vous allez donc, je vous explique ce que vous allez apprendre avec cette formation, et puis vous avez des questions que vous pouvez vous poser avec des réponses, et ensuite le contenu, vous pouvez aller faire un tour, et donc vous avez un peu tous les paramètres d'un compresseur. Je vous explique en détail le paramètre de chaque compresseur, et puis comment utiliser, comment entendre les compresseurs. Voilà, donc je vous remets le lien ici, et vous pouvez aller faire un tour donc sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions. Maintenant, on va voir l'erreur numéro 5. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail du paramètre. L'erreur numéro 5 est d'avoir une attaque trop rapide. Alors, vous voyez, l'attaque, c'est ce petit bouton que vous avez ici, que vous n'avez pas forcément sur tous les compresseurs. Ça, j'explique dans le cadre de la formation. Mais pour en revenir à ce bouton d'attaque, si vous avez toutes les attaques qui sont trop rapides, c'est-à-dire que vous allez à chaque fois, je dirais, en fonction de la compression, en fonction du taux de compression, en fonction du ratio de compression, en fonction du threshold, donc du seuil de compression, vous allez abîmer, vous allez manger les transitoires de votre signal. Et ça, je dirais, si vous le faites sur chaque piste, eh bien, en fait,
vous allez avoir quelque chose sans vie, vous allez avoir, vos instruments vont perdre de la dynamique, vont perdre donc les transitoires d'attaque, et donc vous allez avoir un ensemble qui va au final sonner assez creux. Donc faites très attention, j'en parle longuement dans la formation avec des exemples, comment régler une attaque en fonction des instruments, en fonction des éléments de votre mix, pour pouvoir conserver toute la dynamique. Donc ne faites pas des attaques trop rapides, notamment je pense avec une batterie qui est un instrument où l'ensemble des éléments ont essentiellement des transitoires et des pics très importants, pas beaucoup de RMS mais des transitoires et des pics très importants. Et si vous avez sur tous les éléments d'une batterie une attaque, des compresseurs avec des attaques trop rapides, et bien en fait vous allez vous retrouver avec une batterie qui va être au final assez plate, avec un effet qui va pas être forcément très joli. Donc vraiment les attaques rapides sont à gérer et vous devez vraiment les maîtriser pour éviter de faire de trop grosses erreurs. Erreur numéro 6, c'est d'avoir bien entendu aussi des releases trop rapides. En fait, si vous avez des releases trop rapides et aussi en fonction des attaques, ça j'en parle beaucoup dans la formation, c'est que vous pouvez avoir un effet de pompage qui va arriver, et ça c'est quelque chose que j'entends fréquemment sur des mix qu'on m'envoie lors des cours que je donne, donc en visio. Les étudiants m'envoient leur mix et en fait, bien souvent les compresseurs sont pas bien réglés et les releases sont aussi bien souvent trop rapides, ce qui fait que en fait on entend trop la compression. Et ça, pour en revenir avec l'erreur précédente, en fonction de la manière dont vous réglez vos attaques et vos releases, en fait, on ne doit pas entendre la compression. Ou alors, juste sur un instrument, parce que ça va donner vraiment un effet. Mais faites très attention, l'attaque et la release va faire que si, en fonction de la manière dont vous les réglez, ça peut donner un effet de pompage. Et ça, sincèrement, c'est à proscrire. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on entend assez aussi fréquemment dans le cadre de mix, et en fait ce qui fait que eh bien, on perd de la consistance, on perd de l'énergie sur le mix si vos instruments se mettent à trop pomper. Erreur numéro 7, c'est d'ignorer le gain reduction. Yes, le gain reduction, donc c'est en gros ce que vous allez retirer, la réduction de compression que vous allez faire sur votre instrument. Donc par exemple, je prends cette caisse claire ici, hop, je vais la monter, et donc on va voir ici, vous voyez GR est indiqué ici. Donc vous voyez là, on a le gain reduction. Donc ça c'est important de le regarder, c'est pareil sur la SSL, vous voyez il est ici. Et donc, en fait, ça vous donne une indication de savoir combien de dB vous retirez. Vous allez me dire, oui, mais normalement, on ne mixe pas avec des vues-mètres. Ça, c'est une théorie. Moi, je mixe aussi avec des vues-mètres à différentes étapes de mon mix. Et notamment, je fais toujours très attention du nombre de dB que je retire sur un compresseur. Parce que plus vous en retirez avec un compresseur, plus ça va s'entendre. Donc, le metteur, le gain reduction, la manière dont c'est indiqué sur le plugin, c'est quelque chose que vous devez regarder parce que vous devez rester vraiment dans des proportions, je dirais, assez raisonnables. Sinon, vraiment, on va entendre fort votre compression. Alors, il y en a qui disent que voilà, c'est -6, il y en a qui disent jusqu'à -10. Bref, à vous de trouver ce qui sonne le mieux, mais moi je sais que j'aime bien regarder des réductions jusqu'à -6 maximum. Il y a des instruments, là notamment les caisses claires, je vais mettre un gain reduction de environ -6, voire plus. Et puis sur des guitares, je vais au contraire aller taper le -1, le -2 grand maximum. Parce que après je trouve que sur les guitares, ça commence à les faire pomper et j'aime pas du tout ça. Donc je vais vraiment régler mon compresseur et donc pour cela, bien entendu, je fais confiance à mes oreilles, mais aussi je m'aide du vumètre qui me permet de voir vraiment si je vais pas trop loin dans la compression. Notamment la manière dont vous réglez votre attaque et votre release, vous allez compresser plus ou moins fort, je dirais avec le même threshold. Donc le vumètre
de gain reduction vous aide vraiment pour prendre les bonnes décisions. Donc ne dites pas oui mais on mixe avec les oreilles, ce qui est vrai, mais les vumètres sont vraiment utiles et il faut apprendre à les utiliser. Donc ça c'est pareil, le gain reduction c'est quelque chose dont je parle dans la formation pour vous expliquer comment l'utiliser en fonction des instruments ou des pistes sur lesquelles vous travaillez. Erreur numéro 8, ne faire confiance qu'à un compresseur. Voilà. C'est normalement, ça se fait pas. Voyez, si vous voulez le faire, eh bien, ne le faites pas. C'est clair, je ne serai pas plus précis que ça. C'est quelque chose, c'est mal, c'est sale, ne faites pas ça. Blague à part. Si vous utilisez un compresseur, ça veut dire que vous allez demander à un outil, notamment dans la réduction du gain, si vous avez besoin de réduire le gain assez fort, vous allez être obligé de mettre votre compresseur, de le régler de façon assez forte et donc de retirer beaucoup de dynamique avec juste un outil. Le risque, c'est que cela va finir par s'entendre. Si vous utilisez deux compresseurs, vous allez pouvoir compresser différemment à chaque étape et surtout utiliser deux types de compresseurs différents. Je prends exemple sur ce sample de caisse claire où j'ai utilisé donc le VCA, le compresseur VCA de la SSL, voilà, que j'adore, et puis derrière j'ai rajouté le LA3A pour rajouter une compression supplémentaire et mieux tenir mon instrument. Si je vous fais écouter la piste en solo, voilà, donc je vais couper le LA3A. Et maintenant je vous fais écouter avec le LA3A. Vous voyez, j'ai fait ressortir certaines harmoniques de la caisse claire un peu plus. Ça m'a permis de la tenir un peu plus, de monter un tout petit peu le volume pour la faire rentrer vraiment mieux dans le mix. Donc, je suis vraiment allé chercher un son différent avec cet autre compresseur. Dites-vous aussi que chaque compresseur a une couleur. Et donc, si vous stackez, si vous empilez les compresseurs, vous allez pouvoir vraiment, en fonction de la nature des compresseurs, pouvoir mieux tenir, pouvoir mieux maîtriser votre dynamique. Sur les basses, par exemple, sur les basses, j'utilise jusqu'à 3 compresseurs. Donc voilà, j'utilise 3 compresseurs. J'utilise de la même manière le VCA de la SSL. J'utilise un Opto et puis j'utilise le tube compresseur de Steinberg. Voilà, donc j'ai 3 compresseurs, ce qui me permet de compresser, de tenir la basse sans qu'on ait l'impression d'entendre une compression trop forte comme j'aurais pu le faire par exemple avec un 1176. C'est d'ailleurs pour ça que le 1176 c'est un compresseur que j'utilise peu parce que vraiment c'est un compresseur assez violent et je suis plus adepte d'empiler 2 ou 3 compresseurs pour pouvoir en fait réduire au fur et à mesure la dynamique mais conserver les transitoires et conserver malgré tout de la dynamique même en la réduisant. Donc c'est vraiment du contrôle de dynamique plus que de la réduction de dynamique. Donc c'est pour ça que cette méthode d'utiliser 2 à 3 compresseurs vous permet de contrôler la dynamique plus que de la réduire. Erreur numéro 9, c'est de ne faire confiance qu'au compresseur. En fait, le truc c'est que, je le redis, le compresseur est là pour réduire, contrôler la dynamique. Maintenant, vous avez un autre outil à votre disposition qui vous permet de faire la même chose sans compresser, c'est le fader. C'est le volume, c'est la gestion du volume et donc c'est l'automation. L'automation vous permet comme cela de pouvoir réduire les pics à certains endroits et contrôler la dynamique, contrôler le volume de votre piste. Donc ça c'est quelque chose par exemple que je fais notamment beaucoup sur la voix, c'est-à-dire que je compresse par étapes comme cela sur 2 voire 3 compresseurs et puis je finalise vraiment à l'automation pour garder quelque chose de naturel, pour garder quelque chose de proche, de cohérent, sans être obligé de compresser trop, puisque personnellement je n'aime pas les voix qui sont compressées trop fort. Donc n'oubliez pas que un compresseur vous permet d'avoir un niveau
constant sur un instrument, sur une piste, mais que vous pouvez aussi bien jouer de l'automation pour vous permettre de garder une constance, une cohérence sur une piste, que ce soit une piste basse, que ce soit sur une piste voix, ou même que ce soit sur une piste guitare. C'est quelque chose, je fais aussi pas mal d'automation sur les guitares pour éviter de trop compresser mes guitares. Voilà, donc ne faites pas forcément confiance au compresseur, et ça rejoint un point que j'ai dit précédemment, qui est de dire, bah voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un compresseur à chaque fois, vous pouvez aussi utiliser une automation qui va vous permettre d'arriver au même résultat sans compresser. Et enfin, dernière erreur numéro 10, c'est bien entendu d'ignorer le genre de musique que vous êtes en train de mixer, puisque en fait, vous n'allez pas appliquer une compression de la même manière sur si vous mixez du jazz que si vous mixez du hip-hop, si vous mixez de la pop rock que si vous mixez du death metal. Bref, chaque style de musique requiert une compression différente parce qu'on n'attend pas les mêmes choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous ne compressez quasiment pas dans le jazz. Si vous commencez à compresser dans le jazz, les musiciens, les jazzeux vont vous dire « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Donc, soyez vraiment cohérents. C'est un outil super puissant, mais c'est un outil qui, vraiment, quand on est débutant, c'est vraiment l'outil par lequel on pêche le plus. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que il y a un moment, je ne m'en sortais pas du tout avec les compresseurs et j'ai arrêté de les utiliser. J'ai essayé de faire des mix avec le moins de compresseurs possible parce que je ne trouvais vraiment pas bon. Je n'y arrivais pas. Et donc, c'est quelque chose qui doit être fait avec goût en fonction du style de musique. Donc, plus vous allez apprendre, plus vous allez comprendre l'outil, plus vous allez l'entendre et plus vous allez savoir l'adapter en fonction du style de musique que vous êtes en train de faire. Et moi qui mixe autant de hip-hop que de rock, que de pop, voire même que des musiques orientales, eh bien en fait je n'utilise pas du tout le compresseur de la même manière, je n'utilise pas du tout le compresseur sur les mêmes pistes. Et voilà, il y a des pistes sur lesquelles je vais compresser fort. Par exemple là, cette caisse claire, je l'ai compressé assez fort. Et puis le nouveau titre que je suis en train de mixer, mon nouveau titre qui est plus funk rock, eh bien en fait il y a quasiment beaucoup moins de compression sur certains éléments de la batterie par rapport à l'Air Hello ou par rapport à S'y installer, donc des titres beaucoup plus rock. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas de règle avec le compresseur, vous devez le faire avec parcimonie et en fonction du goût, en fonction du style de musique que vous êtes en train de mixer. Donc voilà pour les 10 erreurs que je retrouve souvent dans les mix de débutants et que j'ai faites pendant des années. Mais comme vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, pour vous remercier, je vais vous donner 2 erreurs supplémentaires, 2 tricks supplémentaires. La première, donc erreur numéro 11, et c'est valable notamment avec un compresseur, j'en parle beaucoup dans la formation Apprendre, comprendre, entendre la compression, c'est de ne pas faire ce que j'expliquais dans le précédent Bibi Blabla avec les EQ, c'est de ne pas faire de volume match, de level match quand vous utilisez un compresseur. C'est-à-dire que, je le redis, votre compresseur est là pour réduire la dynamique de votre piste, et donc vous devez compenser en sortie, puisque vous réduisez la dynamique, donc le gain reduction, le metteur gain reduction vous aide à savoir en gros combien vous retirez, et donc vous devez compenser avec le volume sorti pour avoir quelque chose quand vous bypassez votre compresseur, quand vous bypassez votre plugin, être quasiment au même niveau. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? C'est l'erreur que j'ai faite pendant des années, c'est que j'utilisais le compresseur, voilà, où en fait forcément je mettais plus fort parce que vraiment j'utilisais l'énergie que pouvait rajouter le compresseur, sauf que j'utilisais vraiment pas à bon escient, et donc je me retrouvais avec ensuite des volumes de piste qui étaient à moins 24 parce que j'avais mon compresseur qui était à toc. Voilà, donc ça c'est une erreur. Le compresseur, je le redis, est là pour réduire la dynamique. Le compresseur n'est pas là pour donner plus d'énergie à votre mix. Ça, c'est une erreur que je retrouve souvent parce que les compresseurs ont tendance forcément
à mettre beaucoup plus d'énergie. Donc méfiez-vous, vous avez certains compresseurs qui ont un, comment ça s'appelle, un autogain en sortie. L'ASSL a un peu un autogain, c'est-à-dire que plus vous compressez, plus le volume de sortie est fort. Donc quand vous bypassez votre plugin, vous allez vous retrouver beaucoup plus fort. C'est pour ça que vous voyez, j'ai souvent sur ma tranche de sortie du plugin, j'ai souvent 3, 4, 5, 6 dB en moins pour avoir quelque chose de cohérent. Donc ça, le level match avec un compresseur, je me demande si c'est pas encore plus important qu'avec une EQ, puisque quand on débute, à ce moment-là, on se met à utiliser le compresseur comme un exciter et non plus comme un compresseur. Donc ça, c'est une grosse erreur, et donc vous le savez, vous, puisque vous avez été patient, vous m'avez supporté, et donc vous êtes resté jusqu'au bout. Mais, comme je ne suis pas avare, et comme je vous aime beaucoup, chers amis, je vais vous donner une 12e erreur. Et oui, la 12e erreur, c'est d'utiliser des limiteurs. Les limiteurs, de la même manière qu'un compresseur, je l'explique pareil dans la formation, le limiteur est, vous n'avez pas de ratio, vous avez, c'est ce qu'on appelle un brick wall limiter, c'est-à-dire que quand vous dépassez le seuil que vous demandez, et bien à ce moment-là, ça cut, ça casse le signal, et ça ne le réduit pas, ça, voilà, vous ne pouvez pas passer outre le seuil que vous avez donné. Donc, le problème avec les limiteurs, c'est que si vous les utilisez pareil sur tous les instruments et trop, vous allez péter la dynamique de tous vos instruments. C'est-à-dire que vous n'allez pas contrôler la dynamique, vous allez la casser. Donc ça, c'est important. Faites très attention à l'utilisation du limiteur, notamment sur votre Mixbus. Je sais que beaucoup utilisent un limiteur sur le Mixbus. C'est pour moi une erreur, parce que en fait, vous cassez la dynamique à la fin, alors qu'il y a encore le mastering qui va suivre. Pour ça, je suis en train de vous préparer un bibi blabla sur ce que vous êtes en droit d'attendre. En fait, des questions pour répondre aux questions que vous vous posez sur les formats, les exports de vos mix pour le mastering. En gros, qu'est-ce que vous devez fournir à un studio de mastering. Donc, je vous prépare un bibi blabla là-dessus. Mais en avant-première, le point numéro 12, l'erreur numéro 12, c'est d'utiliser des limiteurs trop souvent sur les pistes et ou en sortie, mais ça, je vous expliquerai ça plus longuement dans le prochain, peut-être pas le prochain, celui d'après, mais bon, ça va arriver très très vite, les questions, ce que vous devez fournir au studio de mastering en tant que fichier. Voilà, donc aujourd'hui, on a fini au final avec 12 erreurs sur les compresseurs, sur les 10 erreurs fréquentes et classiques que l'on voit quand on débute et que l'on fait avec un compresseur. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci de mettre un like, merci d'en parler à vos potes. Et si vous voulez plus d'informations sur la formation Apprendre, Comprendre, Entendre, voilà, cette formation-là, qui est disponible donc sur ma plateforme de formation libérezvotremusique.fr. Vous avez plein d'autres formations. Ces formations, en plus, sont certifiées Steinberg, parce que je suis formateur certifié Steinberg. Donc, vous pouvez, j'irai y aller les yeux fermés. Voilà, je vous embrasse. En tout cas, j'espère que ces 12 erreurs fréquentes vont vous permettre déjà de savoir si vous les faites. Et puis, si jamais vous les faites, et si jamais vous allez plus loin, vous avez la formation qui va vous permettre un bond en avant dans le home studio. Je vous garantis, nombreux sont ceux qui ont fait l'acquisition de cette formation, et je peux vous dire, pour entendre leur mix entre avant et après, il y a une réelle différence. C'est normal, parce que l'idée, c'est de vous apprendre à entendre ces outils. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, et puis j'attends vos commentaires. Allez, à plus, ciao.